Comment expliquer l'internationalisation de la chaîne de valeur? Commençons par définir les chaînes de valeur mondiales. La chaîne de valeur est l'ensemble des activités requises pour amener un produit, depuis sa conception et son design, jusqu'au consommateur final, en passant par la production de ses composants, sa fabrication, son marketing et sa distribution. On parle de chaîne de valeur mondiale quand il y a une fragmentation de la chaîne au niveau mondial, c'est-à-dire quand l'entreprise sépare les processus de production des biens et services entre plusieurs lieux de production, en particulier entre plusieurs pays. Les composants des produits sont fabriqués de manière géographiquement dispersée par les entreprises, puis assemblés dans un autre pays. La fragmentation de la chaîne de valeur est dite simple quand il y a un seul passage de frontière. En revanche, elle est dite complexe quand il y a au moins deux passages de frontière. L'iPhone est un bon exemple de la fragmentation de la chaîne de valeur mondiale. En effet, il est conçu en Californie. Les matières premières nécessaires proviennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. Les différents composants de l'iPhone sont fabriqués en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. Ils sont assemblés en Chine. Il va falloir trouver des indicateurs du développement des chaînes de valeur, car les statistiques traditionnelles du commerce international sont calculées à partir des exportations et des importations. Or, avec le développement des chaînes de valeur, cette comptabilisation est inadaptée. En effet, on comptabilise plusieurs fois les exportations, d'abord au moment des exportations des produits intermédiaires, ensuite au moment des exportations de produits finis. On va alors utiliser un autre indicateur, le commerce en valeur ajoutée, qui est l'indicateur le plus courant pour mesurer l'intensité des chaînes de valeur mondiales. On le calcule en faisant les exportations moins les importations de produits intermédiaires. La fragmentation de la chaîne de valeur va alors s'inscrire dans la DIPP, c'est-à-dire la décomposition internationale des processus productifs. Les firmes transnationales vont implanter leurs filiales dans les pays en fonction de la capacité de chaque pays à effectuer au moindre coût la pièce ou le sous-ensemble qui lui a été confié. Ainsi, les entreprises et les pays se spécialisent seulement dans une partie du processus de fabrication. Ils ne produisent plus l'intégralité d'un bien. Ce développement des chaînes de valeur mondiales résulte de la transformation de la mondialisation. La mondialisation peut être définie par le FRMI comme l'interdépendance économique croissante de l'ensemble des pays du monde provoquée par l'augmentation du volume et de la variété des transactions transfrontières de biens et services, l'augmentation des flux internationaux de capitaux, et enfin la diffusion accélérée et généralisée de la technologie. La mondialisation a alors plusieurs caractéristiques. C'est l'augmentation des échanges diversifiés des biens et services, des hommes, des capitaux, de la technologie. Il assure la constitution d'un espace économique unifié avec une organisation économique unique, le capitalisme. Cette mondialisation est un phénomène ancien qui va se transformer. En effet, on peut mettre en avant trois étapes de la mondialisation. D'abord, l'internationalisation, qui est le développement des flux d'exportation. Ensuite, la transnationalisation, qui est l'essor des flux d'investissement et des implantations à l'étranger. Enfin, la globalisation. Ici, c'est le développement du capitalisme à l'échelle planétaire, avec la mise en place de réseaux mondiaux de production et de consommation. Les firmes vont alors avoir un rôle majeur dans ce processus de globalisation. On va alors parler de firmes transnationales ou multinationales. En effet, plusieurs termes peuvent être utilisés pour définir une entreprise qui a implanté des filiales de production et de distribution dans différents pays. Traditionnellement, on utilise le terme de firme multinationale. Simplement, il est discutable, car il laisse penser qu'une firme a plusieurs nationalités. On préfère aujourd'hui parler de firme transnationale, qui est définie par l'OCDE comme une entreprise qui contrôle au moins une entreprise dans un pays étranger. Il va y avoir deux logiques de construction des CVM par les FTN. La première logique, c'est que les CVM sont élaborés en fonction des choix du mode d'approvisionnement des firmes. En effet, les firmes vont avoir le choix entre deux possibilités. Soit élaborer sa chaîne de valeur en constituant un marché interne, soit faire appel à des sous-traitants. Première solution, la création d'un marché interne à la firme. Ici, la chaîne de valeur est développée par création de filiales. Une société A est dite filiale d'une société B quand B possède plus de la moitié des droits de vote de ses actionnaires. En revanche, la société A est dite affiliée à la société B quand B possède moins de 50% des droits de vote, mais exerce un pouvoir de décision effectif dans la gestion de la société. Second moyen, l'externalisation ou outsourcing. Ici, l'entreprise va confier une partie annexe à sa production à des entreprises qui ne sont pas des filiales, soit dans le pays, soit à l'étranger.
Seconde logique, en fonction du lieu de localisation de la production. Une partie au moins de la production doit s'opérer à l'étranger. C'est une délocalisation qui peut prendre de forme soit l'acquisition par les entreprises de biens et services intermédiaires auprès de fournisseurs étrangers. C'est une externalisation à l'étranger, on parle alors de commerce interfirme, soit le transfert à l'étranger de certaines tâches. Ici, c'est l'internalisation ou le développement de marché interne propre à l'FTN. On parlera alors de commerce intrafirme. Ainsi, il faut faire la distinction entre la délocalisation au sens strict, où certaines activités vont être redéployées à l'étranger. Il y a donc un remplacement de la production nationale par de la production étrangère, et la délocalisation au sens large. Il n'y a pas forcément de fermeture dans le pays d'origine. Et il va y avoir en réalité dans la plupart des cas les deux logiques qui vont être réunies, puisque cette délocalisation au sens large peut prendre deux formes. Premièrement, une externalisation internationale. Les activités sont sous-traitées sans jamais avoir été produites sur le territoire national. C'est donc un commerce interfirme. Ou bien un approvisionnement interne, international ou internalisation. Les activités transférées sont confiées à des filiales étrangères. Et ici, on a du commerce intrafirme. Dans ce cas, la création de filiales passe par des investissements directs à l'étranger. L'investisseur étranger possède 10% ou plus de droits de vote. Et donc, on a un investissement à long terme. L'objectif est influencer la gestion de l'entreprise. En revanche, on parle d'investissement de portefeuille quand l'investisseur étranger possède moins de 10% des droits de vote. Dans ce cas, c'est un investissement spéculatif à court terme. L'objectif est seulement de réaliser une plus-value. Pourquoi les firmes mettent-elles en place des CVM? Premièrement, parce qu'elles sont dans une logique d'optimisation. Les entreprises ont intérêt à se tourner vers des sources d'approvisionnement internationales. En effet, les progrès technologiques dans les transports, l'information et les communications, mais aussi la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, ont poussé les entreprises à fragmenter la chaîne de valeur puisqu'elle était facilitée. Ainsi, l'objectif des entreprises est de réaliser des gains d'efficacité en hyper-spécialisant les entreprises. Elles vont donc s'approvisionner auprès de producteurs qui bénéficient d'économies d'échelle. Elles essayent d'obtenir les coûts comparatifs les plus bas. Et donc, elles vont spécialiser les entreprises en fonction de leur dotation en facteurs de production. Autre raison, rechercher un marché accessible de grande taille, mais aussi aller dans des pays où les politiques publiques visent à attirer des FTN. Pour les pays développés, des infrastructures de qualité, des labos de recherche, un système éducatif performant. Pour les pays en voie de développement, une législation sociale et environnementale limitée. Ainsi, les FTN recherchent une baisse des coûts de production, mais aussi un élargissement de la gamme de produits qui va leur permettre de mieux répondre aux désirs des consommateurs. Second objectif, accentuer la courbe du sourire. En effet, la courbe du sourire a pour objectif de déplacer les parties de production à l'endroit le plus efficace. Ainsi, les firmes transnationales vont fragmenter de plus en plus leur chaîne de valeur afin de conserver les étapes les plus créatrices de valeur ajoutée. En amont, la recherche et en aval, le marketing. Et elles vont laisser aux filiales ou sous-traitants issus des pays en développement les tâches de production qui nécessitent énormément de main-d'œuvre à faible coût. Or, on remarque que depuis les années 70, il y a eu une accentuation du sourire. Ainsi, il y a une spécialisation de plus en plus poussée qui permet aux firmes transnationales de maximiser la rentabilité en spécialisant chaque pays sur les tâches sur lesquelles il est le plus rentable. On revient ainsi à la logique de Ricardo et d'Excher-Olin Samuelson. Cependant, les chaînes de valeur mondiale ont des limites pour les FTN. D'abord, il peut y avoir des défauts, des retards de production, c'est l'exemple de Boeing. Ensuite, la crise du Covid a fait que certains pays ont été plus touchés que d'autres, ont fermé leurs usines, leurs frontières, et donc ont empêché l'approvisionnement des FTN.